sur C8, c'est Raquel Garrido. Bonjour Raquel. Bonjour tout le monde. Qui a signé ce manuel de guérilla médiatique, une insoumise au pays des médias, aux éditions Michel Lafon. On va y revenir. Jean-Luc Mélenchon, il s'est planté. Ah, direct, vous me parlez comme si j'étais encore porte-parole de la France insoumise, c'est bien. Donc c'est la preuve que j'ai fait tout ce que j'ai fait pour rien. Et vous êtes une insoumise. Je pense que oui, je suis une insoumise. Ça, personne peut me l'enlever, ça. Même le CSA peut pas m'enlever ça. Il y a une liberté de conscience totale. Donc ce que je pense, le chef des insoumis, c'est encore Jean-Luc Mélenchon. Oh oui, je pense, oui, pour un certain temps. Est-ce qu'il s'est planté? Non, je crois pas. Je crois qu'il est finalement, il s'est révélé comme l'insoumis que tout un tas de Français veulent voir chez les hommes politiques aussi. Alors je comprends que ça peut évidemment choquer, que les images, en plus elles ont été montées, etc. Bon bref, pour lui donner pour aggraver, on va dire, le côté spectaculaire. Mais fondamentalement, je suis pas certaine que ce soit si terrible que ça d'avoir des hommes politiques qui sont capables de dire que parce que eux précisément ont des égards par la police et par l'autorité qui sont dus à leur fonction, parce que n'importe qui ferait ça, on se retrouve au poste, on est d'accord. Lui non, et à partir de là, il peut utiliser ça pour dire. C'est peut-être pas ça qui a été très bien perçu par la population, au-delà du fond, des enquêtes, etc. Parce que finalement on n'en sait rien, on verra ce qu'il en est. Mais sur la forme, c'est peut-être ça qui a pas été très bien perçu, cette façon de parler aux policiers, à un procureur, parce que on est député, parce qu'on a une écharpe tricolore. Ouais, mais sauf que les gens sont quand même pas idiots. Ils savent très bien que c'est une réaction, c'est pas l'action. Ça, il y a une réaction. Et l'action, c'est une stratégie, cette réaction. Non, on peut difficilement anticiper qu'il y aura une perquisition d'une telle ampleur, si disproportionnée, etc. Non, mais là, vous reconnaissez que même lui, quand il prend son téléphone pour faire le Facebook Live à 7 heures du matin, il est dans l'impro. C'est-à-dire, il a cette intuition qu'à un moment donné, face à ce qui lui est fait, à ce qui est fait à la France insoumise, il n'y a pas d'autre choix que la transparence totale. Donc il prend son téléphone et il commence à filmer la perquisition, ce qui est du jamais vu. Ce qui est du jamais vu. En général, les hommes politiques, quand ils sont dans cette situation, ils se planquent, ils disent pourvu que personne n'en parle. Son profil bas. Il aurait pu se dire ce jour-là, il y avait les inondations, il y avait le remaniement. En gros, si je dis rien, ça va passer comme 10e information du jour. Et puis il a eu raison de pas. Même si c'est sanctionné aujourd'hui, on voit les sondages, il y a une baisse de popularité. On verra si elle dure. Parmi les gens qui l'aimaient déjà pas. Bon, donc rien de nouveau sous le soleil. J'entends qu'il a eu une réaction et que vous dites les Français ont dû être finalement le côté un peu poujadiste certainement des Français. Non, pas poujadiste, c'est pas le bon terme parce que ça c'est marqué idéologiquement. Mais quand vous dites, oui, mais ça l'est et j'assume totalement le terme. Quand vous dites il a eu une réaction, je veux bien. Sauf que quand votre réaction est de dire ma personne est sacrée, alors là par contre je peux plus suivre du tout. Pourtant, consoeur, vous savez ce à quoi ça fait référence. Il s'agit de l'inviolabilité du Parlement dans le cadre d'une constitution qui, en principe, devrait séparer les pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Mais on le dit autrement. Mais ça peut bien ce que ça veut dire. Non. C'est pas comme ça qu'il l'a dit. Vous allez lui faire des leçons de vocabulaire en disant que son vocabulaire est désuet. Non, je n'ai aucune leçon de vocabulaire à faire à Jean-Luc Mélenchon pour la bonne et simple raison que c'est un homme qui est extrêmement érudit, qui connaît parfaitement le sens des mots et quand il dit ma personne est sacrée. Il ne dit pas. Je veux dire, il aurait pu le dire autrement. Donc il dit quoi alors, selon vous? Il dit moi, Jean-Luc Mélenchon, je suis Dieu en fait. Il a dit la République c'est moi. Absolument. Mais c'est exactement. Je suis un peu déçue. Je suis un petit peu déçue. Je suis désolée de vous décevoir, mais c'est la réalité. Parce que quand même, parce que dans comment dire, le combat pour qu'il y ait un Parlement face à la monarchie de droit divin, c'est la Révolution française, ça va loin. C'est l'Antiquité romaine. Donc aujourd'hui que vous rameniez ça à des questions psychologisantes, je trouve ça dommage. C'est quand même un enjeu. Moi, par exemple, j'étais absolument hostile à ce qu'on lève l'immunité parlementaire de Marine Le Pen dans le cadre de son tweet, par exemple. Je suis vent debout contre ça. Je ne comprends pas quand elle avait tweeté des photos de Daesh en réponse à une interview, bref, etc. Et je ne comprends pas. Il y a nous les avocats, par exemple, nous chez nous, dans nos cabinets, on peut pas, il peut pas y avoir de perquisition. En même temps. Nous sommes absolument d'accord, mais vous faites appel à notre. Vous faites appel à notre profession commune, mais je serais capable de dire secret professionnel. Pour autant, je veux dire, et il pourrait dire
immunité parlementaire, mais ce qu'il a dit, c'est je suis la République, ma personne est sacrée. Alors, et ça, c'est autre chose. Raquel Garrido, moi, je suis assez d'accord sur l'idée que peut-être on est trop en train de judiciariser le débat en France. Le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon le fait aussi, puisqu'il menace de porter plainte, notamment contre Radio France, parce que il n'est pas d'accord avec les informations qui sont publiées. Si on est contre la judiciarisation, on ne porte pas plainte, on menace pas de porter plainte. C'est là où il y a quand même une contradiction. Je crois qu'il y a des plaintes qui ont été annoncées pour diffamation, des choses comme ça. Je sais plus. Pardonnez-moi, mais c'est pas moi qui gère ces dossiers-là, donc je ne sais pas. Non, mais c'est les responsables politiques qui sont les premiers à menacer les médias maintenant de porter plainte. De toute façon, l'affaire, quand vous mettez plus de 80 policiers pour aller sur 17 lieux de perquisition, l'affaire est judiciaire. Enfin bon, voilà. Mais moi, je déplore la judiciarisation de la vie des idées. Voilà. Et s'il y a bien un lieu dans lequel la liberté d'expression doit être absolument totale, c'est dans le cadre de la polémique politique. Oui, mais reconnaissez que ce sont les responsables politiques qui sont les premiers à menacer de porter plainte, qui est une façon d'ailleurs de faire pression sur les médias. Mais ce qui prouve qu'il y a un problème, et d'ailleurs c'est un des choses que je développe dans le livre, même pour la régulation de la déontologie journalistique, je pense pas que le tribunal soit le lieu idoine. Ça marche pas, ça devrait pas marcher comme ça, parce que justement, par définition, premièrement, il y a que les personnes directement concernées qui ont ce qu'on appelle l'intérêt à agir, qui peuvent agir en justice. En plus, ça coûte cher, ce sont des procédures extrêmement complexes, tandis que ceux qui sont en réalité affectés par l'absence d'une qualité d'information, c'est pas la personne dont on parle, c'est tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'il faut, selon moi, un conseil de déontologie journalistique. Donc il y a une sorte de tribunal, hein. Non, enfin, tribunal d'honneur. Au Québec, ils appellent ça tribunal d'honneur, mais c'est l'idée que la profession elle-même, elle accepte de revoir précisément quelles sont ces règles déontologiques, qui y adhère, et à partir du moment où on y adhère, on les applique. Aussi, il y a la charte de Munich. Enfin, j'en parle dans le bouquin, ça existe, mais aujourd'hui, vous trouvez que le Conseil de l'ordre des médecins, c'est quelque chose qui est formidable, qui est une réussite, qui est un exemple. Il faudrait pas un Conseil de l'ordre analogue. Les expériences internationales, notamment celles que je développe dans le bouquin, que ce soit la Suède, la Suisse, la Belgique, etc., la Wallonie, bref, le Québec, pardonnez-moi, je suis fatiguée ce matin. Ce sont pas des conseils de l'ordre disciplinaires au sens où nous on les a dans nos professions à nous, mais ça marche très bien parce que chez eux il y a les usagers, il y a la profession dans toute sa diversité. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui en fond, c'est de discuter, de savoir si on fait un conseil de déontologie, qui doit y avoir, est-ce qu'il doit y avoir les actionnaires, est-ce qu'il doit y avoir la rédaction en chef, est-ce qu'il doit y avoir seulement les journalistes, les pigistes, les précaires, bon c'est ça qui va représenter les usagers aussi. Question épineuse. Thibault Langsade. Bon, il y avait deux choses. Le premier point, c'est que l'exemplarité vis-à-vis des jeunes, on peut dire qu'il a été bafoué. Je veux dire, c'est qu'un jeune qui voit ça et qui voit un parlementaire et qui se protège, en termes d'exemplarité, je trouve que c'est une image qui est quand même assez violente. Puis le second point, c'est qu'il y a un retour de manivelle. Pendant toute la campagne présidentielle, Mélenchon avait fait une partie de son slogan sur le fait que les candidats n'étaient pas justement irréprochables, notamment sur l'affaire Fillon, qui lui a coûté l'élection présidentielle, et puis sur d'autres candidats qui ont été eux aussi inquiétés par la justice. Et quand il s'agit de lui, tout doit s'arrêter, il doit pas avoir le même traitement, il doit être de façon différenciée. Bon, c'est un juste retour de manivelle. Après, il en use des médias, et on voit bien qu'aujourd'hui, ça lui porte préjudice. Mais je vois bien que vous jubilez à l'idée qu'il y ait du préjudice qui soit fait à Jean-Luc Mélenchon. Mais vous et moi, Thibault Langsade, vous et moi dans cette affaire, on est des simples citoyens. On est vous et moi, nous sommes des simples citoyens, et franchement, ce qui est attristant, c'est que l'OCLIF, qui est censé lutter contre la fraude fiscale, qui est plutôt une pratique qui concerne votre univers que le mien, pendant qu'il s'occupe de Jean-Luc Mélenchon, il ne s'occupe pas de la fraude fiscale. Il s'occupe de tout le monde, excusez-nous. Précisément, c'est ça qui est incroyable dans ces affaires, c'est que ça tient pas la route 2 secondes, l'idée d'un détournement. Vous verrez par la suite. Mais il est poursuivi, en tout cas, ces perquisitions, c'est sur des soupçons d'emploi fictif et des comptes de campagne qui seraient pas tout à fait réglo. Aucun soupçon d'emploi fictif. Donc là aussi, c'est de l'argent public. Vous parlez de la fraude fiscale, c'est aussi de l'argent public. On va parler déontologie journalistique. Vous avez prononcé un mot qui est emploi fictif. Oui, c'est des emplois fictifs résumés, des assistants parlementaires qui n'auraient pas fait leur job. Oui, qui sont payés par le Parlement européen pour être perdants dans des pourtant, au Front National. Vous êtes dissert quand il s'agit de parler de Jean-Luc Mélenchon et de sa réaction. Mais par contre, vous le savez. Non, mais mais il n'y a aucun
aucune accusation d'emploi fictif. Aucune personne concernée. Les perquisitions ont été effectuées sur ces deux enquêtes. L'enquête sur effectivement les assistants votre travail de journaliste, c'est d'expliquer aux auditeurs des RMC qu'il n'y a pas de soupçon d'emploi fictif. Mais pas de utiliser ce terme. Qui le dira. Non, moi, je ne suis pas. Non, mais attendez, pardonnez-moi. Mais personne ne le dit. Poser des questions et donner des faits. Et je donne des faits là. Personne dans cette affaire ne dit que les assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon ont fait autre chose que d'être assistants parlementaires. Personne ne le dit. Personne. Non, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de savoir quand on donne de l'argent pour payer des assistants de parlementaires européens, est-ce que cet argent effectivement finance des assistants parlementaires européens ou finance des gens qui font autre chose dans le parti, etc. Il y a la même histoire au MoDem, la même histoire au Rassemblement national. Mais donc il ne s'agit pas d'emploi fictif. Au final, la question est de savoir qu'est-ce qui constitue la nature du travail d'un assistant parlementaire. C'est-à-dire si je vous paye pour être avocate et vous êtes cheminote, bah oui, c'est quand même un emploi fictif d'assistant, mais vous êtes peut-être un autre emploi. Donc, par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon va à la télévision et parle d'Europe, là, il est quoi? Il est assistant parlementaire ou pas? Mais ça, vous prenez la plaidoirie. Vous prenez la plaidoirie. Moi, je fais pas de plaidoirie. Je dis, les perquisitions reposées sur ça. On verra ce que dit la justice. La politique, elle veut son homme tout entier. La fonction veut son homme tout entier. L'idée même que l'on puisse compartimenter comme un saucisson le quotidien d'un homme politique et de ses parlementaires procède d'une espèce de vue de l'esprit absolument délirante. Et surtout, pour revenir quand même au fond des perquises, toutes ces questions avaient été posées par le Parlement européen à Jean-Luc Mélenchon, des échanges de mails, tout ça a été donné, il suffisait de le demander. Est-ce que vous les avez regardés, les documents qui ont été les échanges entre l'équipe de Jean-Luc Mélenchon et le Parlement européen? C'est pas public ça déjà? Très bien, mais vous êtes en plaidoirie. Non, c'est vous votre job de journaliste. Pardon. D'abord vous me posez des questions là-dessus, ok, bon moi je suis bonne patte, je réponds. Mais par contre, mais pourquoi? Parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'observer votre travail à vous de journaliste. Ces documents d'échange entre le Parlement européen et Jean-Luc Mélenchon et son équipe. Mais j'ai bien compris vous aimez bien les journalistes quand ils vont dans votre sens. Non, c'est pas une bon sens, c'est le sens des faits. Quand les journalistes de Radio France. Non, mais c'est le sens des faits. C'est le sens des faits. Est-ce que oui ou non, il y a eu des échanges approfondis entre le Parlement européen et Jean-Luc Mélenchon qui conduisent à ce que le Parlement européen lui a dit ne trouve pas suffisant. Alors voilà, mais c'est ça la question qui est très étrange, je veux dire. Il y a une espèce de criminalisation de règles internes du Parlement que le Parlement européen lui-même considère qu'il n'y a aucun problème. Raquel Garrido, est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'analogie entre ce qui se passe au Front National, au MoDem et à la France insoumise? Non, puisque Marine Le Pen n'a pas été perquisitionnée chez elle, ni François Bayrou non plus. Mais sur le fond, c'est pas la même chose? Bien sûr, le dossier sur le fond des assistants parlementaires, c'est exactement la même chose. Entre le MoDem, le Front National, moi, si j'avais été François Bayrou, j'aurais pas baissé les yeux en rentrant chez moi avec le pied entre les jambes. J'aurais peut-être davantage réagi comme Jean-Luc Mélenchon. Vous savez qu'il a coûté le gouvernement. On va laisser Jean-Luc Mélenchon de côté. Et on va revenir sur le livre de Raquel Garrido avec Anas notamment qui a des questions à poser sur Mélenchon. Ça on l'imagine bien, mais on va quand même essayer d'avancer dans la discussion. À tout de suite sur RMC Story. RMC, 9h midi. Allez, c'est reparti pour le grand oral de Raquel Garrido face à Thibault Langsat, notre chef d'entreprise, Marianne Soubré, l'avocate, Anas Kazib, cheminot, Manuel de guérilla médiatique, une insoumise au pays des médias. Alors, il faut être très clair, dans ce livre, il y a des propos pas très sympathiques sur les grandes gueules. On s'en est expliqué sur le plateau de Thierry Ardisson, donc on va pas y revenir. On va passer à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport très très particulier d'une certaine classe politique, pas toute, celle qui incarne plutôt les extrêmes, en tout cas les insoumis d'un côté ou le Rassemblement national de l'autre, par rapport aux médias. C'est-à-dire que vous avez des invitations où ici on reçoit tout le monde et ensuite par derrière c'est l'accusation de médias qui sont tous vendus à je ne sais qui sont tous dans la même pensée, qui finalement ne laissent pas le débat vivre. Et pourtant Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen sont invités comme les autres. Alors il y a un paradoxe. Ouais, mais est-ce que ça vous embête pas quand même que je revienne 2 petites secondes sur notre dissension à tous les deux quand même? Si vous voulez, allez-y. Bon, quand même, parce que là on est au GG, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et les auditeurs de RMC ont entendu des choses sur moi qui étaient fausses. Bon, donc ça m'intéresse quand même et c'est la raison pour laquelle j'étais fâchée parce que il n'y a pas de souci pour le combat d'idées. Moi, dans l'adversité, il n'y a pas de souci. On peut dire ce qu'on veut sur mes idées, me combattre. Mais dire de moi que je suis vénale, que je suis pourrie, quoi.
parce que j'aurais. Jamais dit ça. Bah si, c'est un peu ça, parce que c'est un peu ça. C'est même beaucoup ça. Non, bah c'est carrément ça. Si, Olivier, c'est carrément ça. Parce que quand vous avez fait croire à vos auditeurs que j'avais abusé d'un logement social, que bon, c'était faux ça par exemple. Moi j'ai habité 17 ans en logement social, conformément à ma classe sociale. Je n'ai aucune honte d'avoir vécu en logement social. J'étais très bien là où j'étais, avec ma vue sur le périphérique, parce que c'était ma classe sociale. C'était c'était ma place. Vous avez été un peu poussé à partir. Il y a eu une pression médiatique pour vous faire quitter ce logement avec votre compagnon qui est député de la République. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'Alexis a été élu dans le 93 et il n'aurait pas imaginé une seule seconde pas vivre avec les gens qu'il représente. Et quand Alexis a été élu le 21 juin 2017, il a eu sa première indemnité d'élu le 31 juillet 2017 et on a signé un compromis de vente le 1er septembre 2017. C'est-à-dire que là, en gros, ce qui peut nous être reproché, c'est qu'au cœur du mois d'août, on n'a pas trouvé à se loger. On est ceux qui sommes partis les plus vite, les plus rapidement du parc social de la ville à partir du moment où Alexis était élu. Et c'est bizarre parce que ce qu'on a entendu, c'est exactement le contraire. C'était que on a été chassé par la vindicte. Non, c'est pas la vindicte qui m'a chassé parce que c'est pas si simple de trouver une maison pour 5 personnes, etc. Et les faits, je les raconte dans le livre et si ça intéresse les auditeurs, ils auront tout le loisir d'y aller. Mais c'est dur quand même de se faire traîner dans la boue. Et vous avez utilisé, Marianne Soubry, tout à l'heure, le mot de poujadiste. Et c'est ça, alors, l'accusation que j'ai faite à Olivier, de dire c'est du poujadisme médiatique. C'est-à-dire, à partir du moment où vous n'avez plus les arguments pour combattre les gens sur le fond, vous dites à vos téléspectateurs, mais ne croyez pas en eux, les insoumis, parce qu'en fait, ils sont pourris comme les autres. Ils ont peut-être raison sur le fond, mais ils sont pourris. Et ça, je trouve ça extrêmement pernicieux comme façon de faire du journalisme. Effectivement. C'est-à-dire que quand on donne des leçons, il faut être propre. Voilà, c'est tout. Oui, on l'était. Et c'est juste ça que je viens aujourd'hui rétablir. Et c'est ça que j'attends de vous. Elle est parfaite. Je veux dire, alors là, vraiment, la chronologie est parfaite. Sauf qu'auparavant, avant qu'il soit élu, vous-même, vous aviez justement changé. Peut-être vous étiez... Non, moi c'est après. Moi c'est après. Moi je commence l'émission en septembre. J'ai ma première paye de... Oui, non, mais je parle pas d'Ardisson. La télé. Je parle pas d'Ardisson. Je parle... Vous exerciez aussi... vous touchiez peut-être tous les deux des indemnités en tant qu'élu. Non, j'ai jamais été élu de ma vie, Marianne. Jamais de ma vie entière. En tant que consoeur. Vous étiez avocate. Donc il y a quand même. Non, mais j'ai pas été payée en tant que porte-parole, jamais. Je vais pas vous demander. C'est dans le livre. Non, mais c'est dans le livre, Marianne. Donc là, pardonnez-moi, ça prouve que vous l'avez pas lu. Mais c'est dans le livre. Alors là, franchement, je n'ai pas dit que je l'avais lu. Bon. Alors là, soyons clairs. Je n'ai jamais dit que je l'avais lu. Alors comme ça, on purge ce sujet. Ah oui. Mais ça, on peut le là-dessus, j'ai en toute transparence, moi je le dis, sur l'année 2016, qui est l'année donc de référence, j'ai gagné moins 721 €. C'est-à-dire, j'ai perdu de l'argent. J'ai gagné moins que zéro. Lui, il était prof, donc il gagnait 2300 € par mois. Il était élu. D'accord. Donc, la réalité, c'est qu'on aurait pu même faire un dossier pour payer moins de loyer. C'est ça la réalité, parce que notre immeuble, il a été classé HLM la dernière année et il fallait renvoyer les fiches de paye et on nous aurait baissé notre loyer parce que notre loyer était à 1200 € et j'ai pas voulu le faire parce que je voulais pas. D'abord, j'étais totalement occupée sur autre chose, mais surtout parce que je voulais pas qu'un jour des gens utilisent ça contre moi et en définitive ils l'ont quand même utilisé et bon, ici Raquel, vous y êtes pour beaucoup et c'est pour ça que je vous en ai beaucoup voulu. Mais vous savez quand la France Insoumise vous a traité de raciste parce qu'on avait posé une question qui me semblait assez pertinente à Daniel Obono, voilà, c'est pas agréable d'être traité de raciste, surtout que ça ne reposait sur rien et pour le coup ce n'était pas vous directement mais c'était Alexis Corbière, il est pas là pour s'en défendre, qui était venu faire la leçon, voilà donc non mais ça je conçois parfaitement Olivier. J'ai l'impression que quand on pose des questions qui fâchent, on est tout de suite accusé de choses. En plus, voilà, s'il y a bien une émission, il y a pas beaucoup d'émissions qui expriment la diversité que celle-ci, d'ailleurs, qui a été reconnue comme telle par le CSA. Merci le CSA. La diversité depuis le début. Donc, c'était quand même fort de café d'être traité de raciste. Je vais vous dire, je conçois parfaitement, mais parfaitement. Que cette accusation est blessante, je le conçois. Mais ce que j'accepte pas, c'est que vous soyez vengé sur moi. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas vengé. En plus dans votre livre à vous, puisque vous parlez vous aussi de dans les secrets des grandes gueules, on parle de voilà. Vous faites le lien exactement comme vous venez de le faire, c'est-à-dire vous êtes vexé sur cette affaire Daniel Obono et résultat. Non. Après sur l'affaire de Daniel Obono, ce sont des sujets très épineux parce qu'au fond l'accusation qui a été faite, c'est pas une espèce de racisme individuel particulier, c'est plutôt l'idée qu'il y aurait un regard inconscient quasiment. Bon. Ah bon. Mais j'admets que ce soit. Non mais
Olivier Truchot, j'admets que c'est une accusation qui est... fait des paris avec Coé pour prononcer le mot bolos à l'Assemblée nationale. Je me dis que finalement, c'est nous qui avions raison à l'époque. Elle a un problème avec sa fonction de députée. C'était ça que la question, en fait. Elle a du mal à assumer. Mais quand Jean Lassalle, il chante dans l'Assemblée nationale, personne lui dit ça. Enfin, non, mais là, vous revenez... Ah, mais là, c'est bizarre. Honnêtement, faire un pari non, mais vous faites... Jean Lassalle, il défendait un combat. Il a peut-être tort, c'est peut-être ridicule, mais il défendait un combat à l'époque. Daniel Obono défend pas des combats. En disant bolos, parce que Coé a fait un pari avec elle. Là, c'est fou parce que vous n'avez pas compris alors l'enjeu. L'enjeu, c'est ça l'enjeu de Daniel Obono, c'est dire bolos à l'Assemblée. Daniel Obono, elle a toute sa place à l'Assemblée. C'est une excellente députée. Est-ce que vous le dites tous les jours ici ou souvent qu'elle est la numéro 1 en termes de présence en commission? C'est une acharnée du travail législatif. D'accord? Si. Eh ben oui, non, mais d'accord, mais pourquoi dans ce cas-là, elle a besoin de placer bolos à l'Assemblée? Et pourquoi vous avez besoin, vous lui faites du bullying à cette pauvre Daniel Obono? Oh, ça y est, la pauvre Daniel Obono, c'est reparti. Non, mais c'est délirant. Cette façon de victimiser toujours. Mais parce que c'est une obsession que vous avez. Moi, je suis. Pas du tout. Moi, je m'en fous. On en a parlé de son pari avec Coé. Mais c'est nul comme sujet. Pardonnez-moi, c'est pas parce que tout le monde en parle que c'est intéressant. Qui a toujours rien dit, Anas. Ouais, merci. Non, moi, il y a un truc de... Moi, j'aurais tant aimé parler de l'histoire de Mélenchon. En tout cas, c'est pas l'histoire de Mélenchon, c'est l'histoire de la France insoumise, parce que Mélenchon est la face émergée, mais la réalité, c'est qu'on attaque des dizaines, des centaines de militants de gauche, d'extrême gauche, voilà, à travers le fait d'extraire des données de portables, de toutes ces choses-là. Et moi, ça m'inquiète. On parlait de Bolsonaro. Bolsonaro, il a dit par exemple, je vais enfermer les rouges en prison. Ils ont qu'à quitter ou bien ils finiront en prison. Donc moi, ça m'inquiète que des libertés, en tout cas de militer, soient attaquées. Maintenant, sur la question, moi je pense que sur le truc de bolos, etc. Enfin, on peut pas non plus défendre tout et n'importe quoi. Qu'on défende le fait qu'elle soit présente, c'est une chose. Après, voilà. Mais il y a un truc qui est quand même autant sur Raquel Garrido ou sur le fait d'être politisé et d'avoir une lecture de classe à la télé ou dans les journaux, ça dérange. C'est-à-dire moi je vois depuis que je suis aux grandes gueules, tous les jours, à chaque fin d'émission, je dois me coltiner 50 messages. Qu'est-ce qu'il fout là, ce cheminot? Il bosse jamais, et ceci, et cela, et enfin... Non, mais nous tous. Oui, non, mais... la différence, la différence, c'est pas la France non plus. La différence, c'est qu'on va échanger nos fils. Oui, non, mais la différence... Tout le monde a les mêmes. Oui, mais il faut pas les mêmes raisons. Et ça doit être les mêmes. Il faut comprendre à un moment donné, Non, mais c'est vrai que c'est pas normal d'être insulté pour ses idées. C'est pas parce que Raquel Garrido, par exemple, va s'exprimer et qu'elle est ancienne porte-parole, insoumise ou quoi que ce soit, qu'on va faire croire à tout le monde que tous ceux qui interviennent, en fait, dans les médias, n'ont rien à voir avec la politique. Donc Serge Dassault, qui était à l'UMP, qui avait le Figaro, il faisait pas de politique. Quand on entend certains intervenants des éditorialistes... Le Figaro n'a jamais été un journal de gauche, ils se sont jamais cachés, c'est un journal d'opinion. Non, mais à un moment donné, c'est un journal d'opinion, mais la plupart des éditorialistes, quels qu'ils soient, ils ont une opinion politique, ils ont une lecture politique des choses. On a essayé de nous faire croire quoi, par exemple, que Christophe Barbier n'a pas une vision, que quand Christophe Barbier, excusez-moi, que Christophe il est dans les couloirs, Christophe Barbier, on va nous faire croire que Christophe Barbier, d'un coup, un jour il est pro-lutte ouvrière, et puis un jour il est pro-ceci. Faut arrêter de nous faire croire n'importe quoi. Mais on fait croire rien du tout. C'est un éditorialiste. Non, mais c'est qu'à un moment donné, pourquoi on va aller chercher systématiquement, pourquoi on va aller chercher systématiquement, lorsqu'on a une lecture de classe, lorsqu'on a une vision, en fait, politique de gauche ou d'extrême gauche, pourquoi on va aller chercher, tiens, toi tu dénonces le capitalisme, pourquoi tu bois du coca? C'est ça, en fait. Moi, je bois du coca, on me dit t'as pas honte, toi tu dis t'es anticapitaliste, tu bois du coca, et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va s'enterrer dans la forêt, on va vivre tout nu, c'est n'importe quoi. Alors, Raquel Garrido. Gare aux chasseurs. Oui, quelle est la question? Tout nu avec un gilet. D'accord avec Anas? Moi, je trouve qu'effectivement, il manque un peu de personnes à la télé qui soient dans nos opinions, on va dire. Et c'est vrai que quand on y est, ça fout la merde, en fait. Moi, quand j'ai posé cette question au Premier ministre l'année dernière, ça a généré une espèce de tollé incroyable dans le petit monde des journalistes politiques de Paris, qui était un monde que je connaissais super bien, qui m'avait totalement adopté dans les années antérieures, parce que je passais ma vie sur les plateaux de chaînes d'infos continues, etc. Donc je voyais ces gens plus que je vois ma famille. Bon, et soudainement, parce que je suis allée au Terrien du dimanche,
ils ont pété un câble. Et je me suis dit pourquoi en fait. Et c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin. Et je pense avoir compris pourquoi. Je pense que la profession de journaliste, elle est en profonde crise existentielle parce qu'elle constate qu'elle s'est fait remplacer par d'autres professions. Et je suis la première à le déplorer, attention. Hein. Mais ils sont fait remplacer d'abord par des éditorialistes. Un éditorialiste, ça coûte pas cher en termes d'enquête. Il est toujours disponible. Il a une opinion tranchée. Il y a encore des ça enquêtes. fait de la bonne télé. À Radio France, ils ont fait une très belle enquête. Ouais, bon, elle est un peu nulle cette enquête. Mais voilà. bon, elle existe. Ah, mais bien. faut savoir. Alors on peut pas se plaindre, il n'y a plus de journalistes, et puis quand il y a des journalistes qui gênent, c'est embêtant. Mais non, Olivier Truchot, précisément, est-ce qu'on peut avoir une pensée un peu construite? Bien sûr que c'est positif qu'il existe une cellule d'investigation à Radio France. Et d'ailleurs, je raconte dans le bouquin que Radio France est le seul organe de presse qui fait du fact-checking avant publication. Ça n'existe dans aucun autre média en France, le fact-checking à l'américaine, quoi. C'est-à-dire, avant de publier, tu fact-check. Alors, le problème, c'est que à Radio France, ça comprend le groupe France Télévisions, etc., ils ne le font pas pour eux-mêmes, le fact-checking. Ils ne le font que pour l'info qui vient, par exemple, je sais pas, d'RMC, ou d'ailleurs, ou du Monde. D'autres médias le font, enquêteront sur Radio France. Il y a des très bons papiers qui sont faits sur l'audiovisuel public, sur parfois les dérives. Là, je parle du fact-checking. Par exemple, sur le comité d'entreprise de l'audiovisuel public, on a appris quand même qu'il coûtait très cher aux contribuables. Donc faites confiance aux autres journalistes pour faire leur métier. Eh ben non, justement, je fais pas confiance parce que tout le monde peut se tromper, même le meilleur, dans tous les métiers. Et c'est ça, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un collègue, un confrère qui puisse faire le fact-checking. C'est ce que je raconte dans le bouquin. Quand j'ai travaillé, j'ai fait une interview pour le New Yorker. Plusieurs temps après mon interview, quelqu'un m'a rappelé pour bien confirmer que ce que j'avais dit à son collègue, à son confrère, c'était bien ça. Ça, c'est le fact-checking avant de publier. Il y a des process comme ça qui sont des process qui nous garantiraient à tous d'avoir une information de qualité et on y a tous intérêt. Alors, je reviens sur les éditorialistes qui ont remplacé les journalistes. Ils sont moins chers, ils ont une opinion tranchée. Mais maintenant, tout le monde s'aperçoit que pour avoir une opinion tranchée, tu peux avoir des écrivains, des avocats. Ici, les GG, vous êtes les inventeurs de ça. C'est-à-dire de garnir des heures d'antenne où on parle d'actu sans journalistes autour de la table, à part Alain et Olivier. Parce que c'est un parti pris, nous on voulait, parce que justement... tout le monde s'est grande gueulisé. Oui, mais quand on a créé les grandes gueules, pardon de parler de nous, mais quand on a créé les grandes gueules il y a 15 ans, il y avait des émissions de débat, mais c'était uniquement des éditorialistes ou des journalistes ou des écrivains, mais qui sont dans le même milieu parisien. Et nous on s'est dit, mais il faut qu'on écoute un peu les Français, qui ont aussi des choses à dire, et c'est pour ça que c'était notre parti pris. Après que, comme ça a marché... Que ça a marché, que ce soit copié, voilà, c'est normal quand ça marche. Mais parce qu'on veut toujours faire croire qu'il y a le monde des intellos et la société civile en fait, elle est bête, elle n'est pas capable. Et puis surtout que nous, elle n'est pas capable de discuter. Enfin, je sais pas moi. Et ce qui m'intéressait, c'est de mettre Anas face à Thibault. Mais c'est très intéressant. Qui se rencontre pas forcément dans la vraie vie, un chef d'entreprise, un cheminot, et qui parfois d'ailleurs peuvent être d'accord tout à l'heure sur des sujets comme j'arrive à tirer sur le diesel. Vous étiez d'accord. Mais après, alors moi je suis d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a une vraie richesse et c'est intéressant pour l'auditeur et le téléspectateur. Il faut pas que ça. Pardon ? Il faut pas que ça. Et voilà. Et la difficulté, c'est qu'en réalité, les rédactions, elles sont de moins en moins garnies. Mais RMC, il y a une rédaction qui sort des enquêtes, qui sort des infos. Rassurez-vous, Raquel. Non, vous présentez la rédaction ensuite. C'est un peu moi, j'ai lu le livre avec attention et je l'ai trouvé instructif et intéressant parce qu'il décrit assez bien l'évolution des médias. Après, il est quand même très orienté politiquement et voire même aveuglé par l'engagement politique. Et pourquoi ? Parce que pour moi, il est manichéen. Il y a les bons journalistes, il y a les bons journalistes qui font l'investigation, qui pendant 6 mois peuvent vivre en souterrain pour aller faire des enquêtes. Et puis il y a les mauvais journalistes qui sont pris dans l'actualité, qui sont obligés de reprendre de l'information, qui sont obligés de suivre un rythme effréné. Vous le décrivez par les putaclics qui effectivement sont des pressions qui sont importantes. Mais ça permet aujourd'hui à BFM, à RMC, mais également à d'autres chaînes comme LCI, de pouvoir financer leurs activités. Et donc, dans le livre, j'ai le sentiment que vous crachez un peu dans la soupe. J'aurais dû vous interviewer. J'aurais dû vous interviewer, Thibault, parce que si j'avais pu rajouter qu'en fait, ces chaînes ne sont pas là pour informer les gens, mais pour être des danseuses financières pour financer autre chose, ça aurait été intéressant. C'est pas vrai, puisque vous en avez la parole et que vous avez une parole qui est extrêmement libre. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon exprime que c'est plutôt sur le service privé qu'il peut véritablement débattre. Comme quoi, je défends pas ma paroisse. C'est exactement. Vous reconnaissez que mon livre n'est pas une défense de ma paroisse. La façon dont vous décrivez l'angle journalistique, c'est qu'il y a les bons journalistes, il y a des mauvais journalistes, et puis vous ne prenez pas en compte ceux qui produisent des émissions, ceux qui font preuve de pédagogie sur, on va dire, l'information. Non, pour vous, le journaliste, c'est comme un petit écrin qui est en voie de disparition, comme un animal rare qui effectivement doit se permettre d'être en investigation permanente pour sortir. Mais quand il est en investigation et quand il sort, visiblement, de temps en temps,
d'investigation. Ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas. Et alors, on a le droit d'avoir une opinion sur une enquête, mais c'est quand même bien que ça existe. Moi, pardonnez-moi, mais il n'y a pas les bons et les mauvais journalistes, parce que sinon, mon bouquin aurait été... Il est assez blanc et noir, votre livre. Non, parce que justement, j'ai pas pris le parti pris de faire des listes de noms, par exemple, ou des choses comme ça. J'ai essayé d'écrire des process. Non, pourquoi heureusement? Non, j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire. Quand on fait des listes, par exemple, des 8 oligarques qui possèdent tous les médias, c'est une liste de noms, bon, nécessairement. Mais ils vivent pas ensemble. Mais ils sont en concurrence eux-mêmes. Mais non, là, j'ai essayé de voir le process. Si vous voulez, le JRI, le journaliste reporter d'image, qui porte lui-même sa caméra, c'est vrai, ça c'est tout à fait vrai. C'est pas de sa faute à lui. Je vais pas le décrire lui comme un mauvais journaliste. Franchement, c'est pas une question personnelle. Ce sont des process. Quand on est, on a 12 minutes. Vous tamponnez un peu, comme vous dites, il sort de son papier froissé pour essayer de dire la question. Bien sûr que c'est les réalités. Je témoigne d'une réalité. Mais je le fais en le défendant lui. Je le défends. Il fait pas du journalisme, c'est juste ça. Raquel Garrido, manuel de guérilla médiatique, une insoumise au pays des médias chez Michel Lafon. Merci Raquel d'être venue ici dans les grandes gueules. Oui, ça passe trop vite. Vous m'avez fait parler de plus de Jean-Luc Mélenchon. Allez, à suivre les GG, vous.